Trees et Wakers sont deux entreprises de services numériques complémentaires dans l'univers des solutions Microsoft. Trees est une société experte en business intelligence, en data science et en data visualization. Ces consultants interviennent notamment sur des projets basés sur Power BI, mais aussi sur les technologies data dans le cloud Azure et sur la Power Platform. Les Wakers sont consultants spécialisés dans la sécurité, l'adoption et la personnalisation des solutions cloud au service de leurs clients. Ils vous accompagnent sur des missions d'analyse de risque, de protection de votre environnement, de gouvernance adaptée à votre contexte et de choix d'architecture, sans oublier la création d'applications low-code. Les agences de Trees et Wakers sont basées à Lille, à Paris et à Nantes. Ces sociétés ont noué un partenariat fort autour de valeurs communes, le goût pour l'excellence technologique, le partage des connaissances et une culture d'entreprise fortement axée sur la bienveillance et l'épanouissement des collaborateurs. Nous sommes Wakers et Trees. Bienvenue à tous pour cette session donc sur l'adoption d'Office 365 en toute confiance. Donc, vous l'avez compris avec le titre, cette session va essentiellement tourner autour du sujet de la sécurité de l'environnement Office 365. Donc comme on l'a vu sur ces vidéos, donc on a l'honneur et le plaisir d'être sponsor premium de cet événement. Donc je suis Alexandre Demilly, je fais partie de la société Wakers, je suis fondateur de cette société. Et donc voilà, on est super content d'animer la première et de participer à la première version de cet événement. Encore merci à Julie, Guillaume et Amélie pour toute l'organisation, la super organisation et le super travail que vous avez fait. Et voilà, et on espère et on souhaite longue vie à cet événement et on espère que on a hâte également d'avoir les prochaines versions dans les années à venir. Donc merci également aux autres sponsors que vous avez vus tout au long des vidéos et des sessions de cet événement. Donc là ici vous retrouvez mes coordonnées et n'hésitez pas à me pinguer au travers du chat ou bien au travers de notre réseau social préféré, donc LinkedIn, donc voilà, sur lequel Wakers et moi-même communiquons beaucoup sur les nouveautés, voilà, et sur les nouveautés des différentes solutions. On y va, on attaque le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la sécurité Office 365. Quand on parle de sécurité dans Office 365, donc voilà, il est important de bien démarrer. Donc l'input, le premier sujet qui va être intéressant lorsqu'on va déployer Office 365 pour un RSSI, c'est d'identifier les risques, c'est l'analyse de risque. L'analyse de risque va donner visibilité au RSSI sur les risques liés au déploiement de cette plateforme, sur les contre-mesures qui sont disponibles, et puis sur le plan de déploiement de ces contre-mesures. Ensuite, le point suivant qui va être important, qu'on sous-estime souvent, c'est le hardening d'Office 365. Aujourd'hui, Office 365, quand vous ouvrez un environnement Office 365, eh bien il y a un certain nombre de choses, de paramètres et de choses qui sont de la responsabilité de Microsoft, mais il y a également toute une partie tuning qui est de votre responsabilité, et cette partie tuning, malheureusement, dans beaucoup de contextes, elle est oubliée. Et donc cette partie tuning, elle revient à l'intégralité aux personnes qui déploient Office 365. Donc voilà, cette partie tuning, elle est vraiment importante et elle doit être adaptée à votre contexte. Parce que voilà, aujourd'hui, Office 365 est fait pour des environnements qui ont dans des secteurs différents, qui vont de la boîte de communication à la société qui manipule des données qui peuvent être très très sensibles. Donc ce curseur, c'est à vous de le mettre au bon endroit et de configurer les paramètres de façon à ce que ça corresponde à vos enjeux de sécurité. Ensuite, de l'analyse de risque va ressortir un certain nombre d'items de sécurité à traiter. Donc là, c'est pareil, ce qui va être important, c'est de vous positionner par rapport à ces items, d'identifier si aujourd'hui vous vous sentez plutôt à l'aise vis-à-vis de ces items parce que vous êtes déjà équipé, ou si justement il y a des choses à faire, et puis de positionner ça dans une roadmap.
Se dire qu'on va traiter l'intégralité des sujets de sécurité avant de déployer Office 365, c'est très complexe, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la liste des sujets, ça peut retarder de façon très conséquente votre déploiement. Donc c'est d'où l'importance de se positionner sur une roadmap, de mettre en place, de définir les sujets qui seront obligatoires avant d'y aller, les sujets sur lesquels vous consentez à démarrer le déploiement et les traiter très rapidement après le déploiement, et puis les sujets qui sont de l'ordre d'un projet un peu plus long terme, qui seront traités un peu plus tard. Mais voilà, il est vraiment important d'identifier tous les sujets, d'identifier les risques. L'analyse de risque va vous aider à ça, justement, à identifier là où vous êtes le plus à risque, les mesures les plus importantes à déployer pour limiter le risque, et puis de vous positionner sur ces différents sujets. Donc, j'ai repris ici l'intégralité des sujets. La partie sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui, c'est la première brique, le contrôle d'accès et l'identité. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Mais les autres sujets, voilà, je vais passer un peu de temps pour vous expliquer les autres sujets. Et puis après, on va vraiment faire un focus sur la partie identité et contrôle d'accès, qui est certainement une des mesures de sécurité les plus importantes. Donc, ce que vous voyez également à l'écran ici, on parle de délégation d'administration. Donc, il va être important de définir quels sont les rôles et responsabilités de chacun, quels sont les droits d'administration, en respectant un principe qui est très important, c'est le principe de respect des moindres privilèges. Chacun doit avoir accès à ce dont il a besoin pour travailler, mais pas plus. Voilà, et donc bien comprendre les rôles et puis affecter les bons rôles aux bonnes personnes. Ensuite, on va parler stratégie de partage externe. Vous savez, Office 365, c'est quand vous ouvrez Office 365, vous avez capacité de partager des choses avec l'extérieur. C'est très ouvert par défaut. Ça va venir ouvrir plein de capacités et d'opportunités de partage. Et là, c'est pareil, c'est à vous de mettre le curseur au bon endroit. Définir votre stratégie, définir les règles de sécurité, définir potentiellement un process d'approbation. Voilà. Et donc là, si vous voulez un peu plus de billes sur ces sujets-là, sur la gestion des applications externes, sur la gouvernance des espaces collaboratifs, je vous invite vraiment à suivre la session de Michel qui aura lieu un petit peu plus tard dans la journée, qui va vous parler un peu plus en détail de ces sujets de gouvernance qui sont vraiment à cheval entre la gouvernance, la sécurité. Ça va venir enrichir la sécurité et aussi améliorer la gestion opérationnelle de la solution. Donc, ensuite, la classification de la protection des données. Donc ça, voilà, vous allez avoir des données qui vont être disséminées au travers différents potentiels espaces collaboratifs. Donc ces données, il faut, en fonction de la criticité, assurer la confidentialité et la protection de ces données en fonction de leur criticité. Donc c'est un enjeu également très important. La rétention des données et la prévention de fuite de ces données. Vous protégez aussi, protégez vos identités, protégez vos emails. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes équipé d'un antivirus potentiellement sur la partie mail anti-spam? Est-ce que c'est suffisant par rapport aux attaques qu'on voit aujourd'hui dans la presse? Je suis pas convaincu. Et donc c'est là où il faut s'intéresser un peu plus à l'outillage qui va vous permettre d'identifier rapidement des menaces un peu plus avancées qui ne sont pas connues dans les référentiels d'attaques connues. Ensuite, une des grosses thématiques, c'est le stockage des logs et alertes. Donc, Office 365 va générer toute une série de logs et alertes. Et ben ça, il faut les gérer. Il suffit pas. Donc, vous pouvez avoir une stratégie d'être uniquement en réactif. Vous avez une attaque, vous analysez post-mortem ce qui s'est passé. Bon, d'un point de vue efficacité, c'est pas top, hein. Mais si vous voulez être vraiment sur une approche proactive, eh ben il faut ingérer ces logs, les traiter, définir des politiques d'alerting, et puis après derrière, voilà, avoir vraiment une politique de gestion de ces logs, potentiellement travailler avec un SOC interne ou externe. Mais voilà, la gestion de ces logs va être très important. Le suivi des évolutions, bah c'est bien, vous allez déployer Office 35, vous allez définir le curseur de sécurité au bon endroit. Et bien ce qui se passe, c'est qu'après Office 365 va vivre parce que vous allez faire des actions sur votre environnement. Donc peut-être qu'en faisant une action, vous allez dégrader le niveau de sécurité sans vous en rendre compte. Donc ça va être vraiment important de suivre la consistance des paramètres que vous avez définis, mais aussi les évolutions. On le voit aujourd'hui, Office 365 évolue en permanence et
paramètres qui arrivent, il y en a beaucoup qui sont ouverts par défaut. Donc, vous allez définir une stratégie de sécurité et un nouveau paramètre peut venir vraiment compromettre cette stratégie de sécurité. Donc, il est important de suivre l'évolution de ces nouveaux paramètres et pas d'être dans la méthode à l'ancienne. J'ai déployé Office 365, j'ai terminé, on se revoit dans 5 ans. Ça marche pas du tout avec Office 365. J'ai déployé Office 365, c'est la fin d'une histoire. Le début de la nouvelle histoire, c'est quoi? C'est l'évolution continue. C'est des évolutions à traiter de façon régulière. Donc voilà. Et puis pour terminer, la conduite du changement sur la sécurité. Vous allez mettre le curseur à l'endroit que vous souhaitez, vous allez déployer des belles solutions, mais à la fin, ça reste quand même l'utilisateur qui va faire les actions. À part tout bloquer, à la fin, voilà, vous allez donner capacité à l'utilisateur, ce qui n'est pas une bonne idée, hein, clairement, dans le déploiement d'Office 365. À la fin, c'est l'utilisateur qui aura la capacité de partager, de potentiellement créer un espace collaboratif, de faire des tas d'actions, et ça, c'est très bien. Et il faut aider l'utilisateur à comprendre, à savoir comment utiliser ces solutions, donc d'où la conduite du changement classique, mais également lui donner les bons messages et les bonnes règles de sécurité. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire et pas faire? Je peux partager à l'extérieur, mais je fais pas n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Et si je les respecte pas, quel est le risque? Parce que mettre des règles sans derrière avoir capacité d'agir en cas de non-respect des règles, ça marche pas bien. Donc voilà la picture complète. J'ai passé un petit peu de temps sur cette slide, mais voilà, vous avez la picture complète d'un sujet de la sécurisation d'Office 365. Comme je vous disais ici, on va s'intéresser. Donc, on parlait d'analyse de risque. Donc là, je vous ai mis un exemple d'analyse de risque. Si vous partez de zéro, vous cherchez, vous avez besoin d'input sur l'analyse de risque. Il y a le Clusif qui a fait une très belle cartographie des risques. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus si vous partez de zéro. Maintenant, ce qui va être important, c'est cette analyse de risque, c'est l'adapter à votre contexte. C'est là où nous, on accompagne nos clients. On a une bonne vision avec cette cartographie des risques globaux. Maintenant, à vous d'amener ça à votre contexte. Oui, c'est bon, ça. Donc attention, il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Hop. Bon. Et puis pour terminer, quand on sécurise Office 365, c'est bien de se défendre, mais il est important de savoir comment vous allez être attaqué. Donc ici, vous voyez un schéma classique d'attaque. C'est certainement pas exhaustif, mais en tout cas, ça vous donne une bonne idée. C'est globalement ce qu'on observe hein, quand on voit des attaques sur Office 365. C'est une chaîne classique d'attaque. Et l'idée va être de casser la chaîne le plus tôt possible. Et donc c'est là où on va définir des priorités, c'est là où on va réduire les risques. C'est qu'on va donc casser la chaîne au niveau de la reconnaissance, c'est très difficile. Hein. Il y a quelques actions qu'on peut mener, mais il y aura toujours des choses sur lesquelles la reconnaissance sera possible. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de casser la chaîne. Ce qui va être intéressant, c'est de casser la chaîne dès la partie compromission. Donc on voit ici des attaques de type password spray, de type brute force. Donc, password spray, on va cibler des mots de passe précis en fonction du contexte de l'entreprise. Donc, il y a une certaine intelligence derrière. Brute force, c'est un peu plus violent, un peu plus brutal. On va passer des dictionnaires de mots de passe. Le phishing, tel qu'on le connaît, des phishing un peu plus évolués qui utilisent des applicatifs, des phishing un peu plus évolués qui vont permettre de bypasser le MFA. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les types d'attaques, les types de compromissions qu'on observe aujourd'hui, qui sont très répandus, très utilisés. Et l'idée c'est de déployer des contre-mesures qui vont rapidement bloquer la chaîne d'attaque dès cette phase de compromission. Et c'est là où la partie suivante va être intéressante parce que le contrôle d'accès et la gestion des identités, c'est certainement la mesure la plus efficace pour bloquer la chaîne d'attaque dès la compromission. Après, vous avez d'autres mesures qui interviennent, qui peuvent intervenir un peu plus loin, mais plus on s'approche de l'exfiltration, et plus c'est compliqué de réagir, et plus vous avez un risque que vos données sortent ou qu'il se passe quelque chose de malveillant sur votre environnement, de la destruction du cryptolocker ou de la sortie de données. Donc voilà, donc ce slide, vous l'aurez à disposition et vous avez des liens cliquables qui vous permettent de voir un peu comment se passent des attaques classiques sur Office 365. Alors, comme je vous le disais, on va faire un focus maintenant un peu particulier sur la partie identité, donc avec deux aspects. Un aspect vraiment,
on va parler d'efficacité, d'améliorer l'efficacité. Alors c'est un peu paradoxal, hein, souvent, et mon associé adore me dire ça, que la sécurité, ça limite fortement sa productivité. Voilà, donc là, je vais vous parler de sécurité et d'amélioration de la productivité. Et puis, dans un second temps, on va parler de contrôle d'accès. Quand on parle d'identité et d'identité cloud, hein, le sujet du jour, c'est le cloud, mais on va parler d'une brique d'identité qui s'appelle Azure Active Directory. Donc, vous, pour la plupart, vous connaissez certainement Active Directory. Donc là, on va parler d'Azure Active Directory. Azure Active Directory qui est repository d'identité pour les accès aux solutions cloud. Dans cet annuaire, dans ce repository d'identité, on va retrouver des identités internes. Des identités internes qui, le plus souvent, sont synchronisées depuis l'annuaire que tout le monde connaît, qui est l'Active Directory. Puis, on va également retrouver des identités externes. Donc, comme on parlait tout à l'heure de partage externe, on peut donc des identités partenaires et même potentiellement des identités clientes. Et tout ça, pourquoi? La finalité, c'est, comme je le disais, l'accès aux solutions cloud Microsoft. Maintenant, ce qui est important de bien voir ici, c'est qu'Azure AD, ok, c'est un référentiel d'identité pour Azure AD. Maintenant, on peut aller bien plus loin que ça. C'est un référentiel d'identité moderne, avec des capacités modernes qu'offrent les référentiels d'identité, les référentiels d'identité les plus aboutis aujourd'hui, qui va permettre vraiment de pouvoir adresser des sujets d'identity management et d'access management. Donc, ces capacités supplémentaires, on va pouvoir parler déjà de gestion des périphériques. Donc aujourd'hui, très bien, vous avez un Active Directory, vous avez vos périphériques qui sont liés à votre Active Directory, sauf que une triste actualité que tout le monde connaît, Covid, tout le monde en télétravail. Mais l'Active Directory, c'est pas forcément une super réponse pour répondre à ces enjeux de mobilité extrême où des personnes sont chez eux. Et on observait déjà ça avant le Covid. Hein, on avait des personnes qui travaillaient, qui étaient en situation d'extrême mobilité, mais c'est encore plus prononcé maintenant. Et donc, il faut fournir vos périphériques, il faut les gérer de façon adaptée à des situations de mobilité, voire extrême mobilité. Et pour ça, Azure Active Directory apporte une super réponse. On va pouvoir gérer des postes de travail et puis et enregistrer des périphériques mobiles qu'on va pouvoir gérer une solution de MDM. Et puis, ce qui va être intéressant, une fois que vous avez fait le travail pour Office 365 ou pour vos solutions cloud Microsoft, c'est de capitaliser dessus et c'est d'apporter, on parlait d'améliorer la productivité. Vous avez un login mot de passe, tout à l'heure on parlera d'authentification forte, que vous utilisez pour votre environnement, pour vous loguer sur votre session, pour accéder à l'environnement Microsoft. Potentiellement, ce qui va être intéressant, un enjeu majeur aujourd'hui, c'est mes autres applications, j'en fais quoi? Donc les autres applications cloud, vous avez des capacités aujourd'hui d'interfaçage avec cet Azure Active Directory pour enrichir l'expérience utilisateur, pour avoir un catalogue d'applications et aussi une expérience de login transparente. Et ce qui va être intéressant également, c'est qu'on va pouvoir non seulement y coupler des applications cloud, mais également des applications qui sont chez vous, des applications web chez vous, que vous allez pouvoir publier et aussi amener un service de SSO. Alors, c'est beau ce que je raconte, hein, mais il n'y a pas de magie. Hein. Il y a un certain nombre de protocoles qui sont supportés. Hein, si vous faites du cloud, donc ces protocoles sont devenus standards. Hein, mais si on parle d'application cloud, c'est sûr que si l'application ne fait pas de SAML, de OAuth2, donc c'est peut-être des gros mots ce que je raconte, mais c'est pour certains, mais c'est des protocoles qui sont maintenant devenus des standards, qui sont utilisés par tous les référentiels d'identité, et il faut que cette application soit compatible. Et là, les éditeurs ont vraiment un travail à mener là-dessus pour rendre ces applications compatibles et interfaçables avec Azure AD ou un autre référentiel d'identité connu. Donc là, les éditeurs, pour certains, ont un peu de travail. Et pareil sur la partie on-prem, et bien si l'application ne fait pas d'authentification intégrée ou de l'authentification RDP ou depuis peu de l'authentification par formulaire, on n'arrivera pas à amener de SSO. Hein. Voilà, il n'y a pas de magie. À un moment donné, les éditeurs, les applicatifs doivent faire le travail pour amener cette compatibilité, cette capacité d'intégration avec Azure AD ou un autre référentiel d'identité. Et puis également, justement, on voit hein, certaines
certains applicatifs, certains éditeurs n'ont pas fait le job. Ils sont souvent donc voilà, peut-être interfacés avec des contrôleurs tiers hein, chez vous, par exemple F5 APM, par exemple Kemp ou autre. Aujourd'hui, on a cette capacité de venir interfacer ces contrôleurs tiers avec Azure AD et puis de supporter des mécaniques d'authentification un peu plus anciennes, telles que NTLM, telles que SSH, telles que LDAP, bien en interfaçant ces contrôleurs tiers avec Azure AD. Et donc amener, encore une fois, l'enjeu est toujours le même, faciliter l'expérience utilisateur et puis amener une expérience d'authentification transparente et qui est la même sur toutes vos applications. On va parler quand même un petit peu de sécurité, hein. C'est important. Une fois que ces applications sont interfacées, qu'on a amené cette couche d'authentification unique avec Azure AD, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où ça passe par Azure AD, on a cette capacité de configurer des politiques de contrôle d'accès. Et contrôle d'accès, on en parlera vraiment un peu plus en détail tout à l'heure. On va rester sur la partie identité. Donc, on a vu un peu le panorama du référentiel d'identité, ce qu'on peut y plugger. Et maintenant, il va être important aussi de parler d'authentification forte. Parce que aujourd'hui, voilà, le triste constat, c'est qu'une attaque sur 3 en entreprise utilise le phishing. Même les attaques qui n'utilisent pas le phishing utilisent des méthodes qui, au final, ont pour but de vous voler vos identités. Et forcément, c'est beaucoup plus facile d'accéder à votre identité avec un simple login et mot de passe. Et donc, vous voyez ici des chiffres donc, qui correspondent, qui sont juste hallucinants et qui correspondent juste au mois d'août 2020. Hein, c'est des chiffres d'un seul mois. Hein. Et puis, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit que les compromissions avérées, malheureusement, 99,9% des compromissions avérées se portent sur des comptes qui n'ont pas d'authentification forte. Donc aujourd'hui, c'est simple, c'est plus une option l'authentification forte. Vous le voyez partout, vous le voyez sur votre banque, vous le voyez. L'authentification forte n'est juste plus une option. Le login et mot de passe n'est plus suffisant pour sécuriser vos environnements. L'authentification forte est maintenant obligatoire et on le voit au quotidien lors de la session précédente. Encore, si vous y avez participé, vous avez vu, on a parlé des tristes actualités, on en voit tous les jours. Donc, vraiment, l'authentification forte n'est plus une option, il faut y aller. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Azure AD, si je reviens sur le schéma précédent, c'est qu'Azure AD supporte plusieurs scénarios d'authentification forte. Et ça va être le point qui arrive juste après. Donc là, ici, je vous ai, j'ai repris un slide qui indique qu'est-ce que l'authentification sécurisée. Donc, l'authentification classique que tout le monde connaît, c'est l'authentification par login et mot de passe. Ce qui est intéressant avec le login et mot de passe, c'est que c'est portable partout, dans tous les systèmes, une authentification par login et on retrouve une authentification par login et mot de passe, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Alors, j'ai repris ici exprès des mots de passe assez sympas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a encore, hein, donc il y a du travail à faire là-dessus. Si vous êtes en authentification par login et mot de passe, il y a quand même un travail à faire. Et aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de mettre des dictionnaires de mots de passe interdits, des mots de passe qui reprennent votre boîte, le nom de votre boîte, des mots de passe qui reprennent AZERTY, qui reprennent password, qui reprennent I love you. Voilà, on a cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sécuriser le mot de passe. On a encore cet enjeu de sécurisation du mot de passe. Mais on va pouvoir aller plus loin avec des mécaniques un peu plus abouties. Et donc, plus on va vers la droite et plus on est sur des mécaniques qui sont abouties. Donc, on va avoir l'authentification à plusieurs facteurs. Donc, mot de passe, donc dans la colonne bien, mot de passe plus SMS ou la voix. Donc, SMS, vous recevez un SMS avec un code ou bien vous êtes appelé et vous devez valider avec une touche sur le clavier. Donc ça, maintenant, désolé pour ceux qui sont en train de déployer ça, mais c'est pas considéré comme comme une méthode très bien ni excellente. C'est juste bien. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs attaques on a démontré malheureusement lors de plusieurs attaques ou même des chercheurs ont démontré que le SMS et la voix, ça se base sur un numéro de téléphone et c'est très loin d'être infaillible.
Et donc, si on veut passer à du très bien, aujourd'hui, on a les applications. Donc, l'application Microsoft, c'est Authenticator. Donc là, vous allez saisir login, mot de passe, plus vous allez recevoir une notification. Ou bien vous avez l'OTP logiciel ou l'OTP matériel, tel que vous avez peut-être dans votre banque. Ou bien même sur Office 365, et je vous le souhaite. Et puis à la fin, on parle on a le côté excellent. On parle d'authentification sans mot de passe. Donc l'idée, c'est je vais saisir mon login et puis je vais avec Windows Hello, soit avoir une reconnaissance faciale ou biométrique. Avec la clé FIDO, je vais devoir rentrer une clé sur mon PC et puis toucher la clé pour m'authentifier. Potentiellement même avoir une reconnaissance d'empreinte. Et puis, potentiellement, je peux utiliser Authenticator, où là, je vais saisir mon login et puis je vais avoir une petite alerte sur mon téléphone qui va me demander de mettre mon empreinte de saisir un numéro qui s'affiche à l'écran et en plus de mettre mon empreinte digitale. Et tout ça sans mot de passe. Alors souvent quand je présente ce schéma, donc je fais les questions-réponses vu que les micros sont coupés. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat. Donc souvent quand je présente ce schéma, on me dit en quoi c'est plus sécurisé de mettre un login et de faire l'authentification sans mot de passe versus de faire l'authentification mot de passe plus quelque chose. C'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, ce qui va être intéressant avec les authentifications sans mot de passe, c'est que déjà, ça va être protégé. On va avoir une protection par un code PIN ou par une clé physique. Et voilà, cette authentification sans mot de passe est basée sur une technologie de clé publique. Les clés privées sont stockées en toute sécurité dans le matériel en question, donc soit sur le téléphone, l'application du téléphone, soit sur la clé qu'on a vue précédemment. Et ça nécessite un geste d'authentification locale. Donc si on revient à notre idée de mot de passe, aujourd'hui, quand votre mot de passe fuite, ce mot de passe, je peux le réutiliser depuis n'importe où. J'ai juste à avoir le mot de passe, et puis je peux le réutiliser. Pareil, quand vous vous loguez sur une session, vous allez avoir un jeton d'authentification qui va être enregistré dans une base de données. Vous laissez des traces. Et cette trace, elle peut être réutilisée dans le cadre d'une attaque. On parle souvent de passe de hash. Je vais récupérer le hash du mot de passe qui est stocké dans la base pour le réutiliser et faire des rebonds sur d'autres machines. Tandis que là, ce qui va être intéressant, c'est que sur ce principe de clé privée, la clé privée, elle reste sur le matériel, elle reste sur le téléphone, elle reste sur la clé, et elle n'est jamais accessible. Et aujourd'hui, si quelqu'un vous prend le code PIN, réussit à avoir votre code PIN ou réussit à récupérer la clé publique, il ne peut strictement rien en faire. Il va pouvoir tenter, mais tant qu'il n'a pas la clé privée, tant qu'il n'est pas physiquement présent en face du matériel, il ne peut rien en faire. Et voilà, et c'est là où aujourd'hui on est sur une mécanique d'authentification qui est très sécurisée, très aboutie. On ne laisse pas de traces sur les postes. La clé privée, elle reste sur le périphérique. Il y a besoin d'une présence locale pour déverrouiller l'accès. Et en plus, d'un point de vue expérience utilisateur, on est quand même sur quelque chose qui est très sympa parce que on est sur login plus le facteur qui peut être la clé et on n'a plus besoin de saisir de mot de passe. Alors, on n'est pas encore, donc ça c'est une cible, on n'est clairement pas encore au point où toutes les applications sont compatibles avec ce mode d'authentification. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui Azure AD est compatible avec tous ces modes d'authentification. Et puis, voilà, à vous de définir en fonction de votre niveau de maturité, en fonction de où vous en êtes et en fonction de où vous voulez aller, la méthode d'authentification forte qui est la plus adaptée à votre contexte et à vos populations. Alors, je dis la méthode d'authentification forte, mais en fait, pas forcément. Et c'est là où on va parler de productivité. Comme je vous le disais, l'authentification forte n'est plus une option. Il faut absolument y aller. C'est vraiment d'un point de vue sécurité, on ne peut pas s'en passer. Donc, si c'est pas encore en cours de déploiement chez vous, je pense qu'il est vraiment temps d'y penser. Et ce qui va être intéressant, quand vous êtes dans cette démarche de déploiement de l'authentification forte,
c'est de définir les cas d'usage, c'est de définir les populations, et c'est de trouver la méthode d'authentification forte qui va être adaptée au profil de votre organisation. Et l'idée, c'est pas forcément d'avoir une méthode d'authentification forte pour tous vos collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas du milieu, ce qu'on voit le plus souvent, c'est OK, pour faire l'authentification forte, il me faut un mobile. Mais dans beaucoup de contextes, on a des collaborateurs qui ne sont malheureusement pas équipés de mobile. Donc c'est juste pas possible. Ou bien après, le risque, c'est que si vous imposez ça, c'est que si vous demandez d'utiliser leur mobile personnel, ben, ce qu'on peut voir dans certains contextes, c'est que voilà, le collaborateur va vous demander le matériel qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir et bien se poser sur les cas d'usage et trouver la méthode d'authentification forte adaptée aux différentes populations. Et ici, vous avez des exemples, c'est certainement, c'est pas exhaustif du tout, mais c'est des exemples pour illustrer. Donc, un collaborateur avec ordinateur, on va utiliser plutôt Windows Hello. Un collaborateur avec mobile, l'application Authenticator, voilà, c'est pour faire du passwordless. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un numéro qui s'affiche à l'écran, c'est ce que vous voyez dans la capture ici. Et puis, un utilisateur qui n'a pas de mobile, ou des collaborateurs qui utilisent des sessions partagées, eh bien, la clé d'authentification FIDO voilà, est vraiment une méthode d'authentification forte, intéressante. Donc voilà. On a parlé sécurité d'Office 365, on a parlé authentification forte, référentiel d'identité, SSO. Et puis, comme je vous le disais, à un moment donné, ce qui va être intéressant, c'est de contrôler et de sécuriser les accès à votre environnement, à vos applications. Alors, pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle l'accès conditionnel. Donc, l'accès conditionnel, c'est un moteur qui est porté par Azure Active Directory. C'était la fameuse ligne que vous voyez dans mon schéma précédent, qui va permettre donc de définir un certain nombre de contrôles qui sont adaptés et granulaires. Et l'enjeu, c'est vraiment d'assurer le juste équilibre entre la sécurité et la productivité. Encore une fois, on n'est pas dans une dynamique où on veut tout couper. On est dans une dynamique où on va bloquer la productivité. On est dans une dynamique où justement on veut potentiellement continuer à autoriser l'accès depuis partout, mais en fonction des signaux qui vont arriver, en fonction de si j'utilise un PC personnel ou un PC professionnel, en fonction de ma localisation d'accès. Donc en fonction de tous ces signaux, eh bien, je vais définir un comportement d'accès qui va être différent en fonction de ces signaux qui vont arriver. Et ce qui va être intéressant avec cette politique de contrôle d'accès, c'est ça va nous aider à assurer la sécurité des accès à votre environnement en situation de mobilité ou d'extrême mobilité. Et encore une fois, c'est d'actualité parce qu'aujourd'hui, je suppose que dans vos organisations, comme un peu partout, énormément de personnes travaillent de chez elles, potentiellement avec des périphériques professionnels ou des périphériques professionnels, personnels ou professionnels. Et donc voilà, il faut garantir, il faut pas bloquer l'accès, il faut permettre l'accès, mais en garantissant un niveau de sécurité intéressant. Alors, on parlait de règles d'accès conditionnel. Alors, les règles d'accès conditionnel, c'est quoi? Donc, c'est des conditions et des contrôles. Donc, les conditions, c'est ces fameux signaux qui va être intéressant d'observer pour ensuite définir les contrôles appropriés sur l'accès à votre environnement. Donc, les conditions, on va retrouver la première partie, quand on définit une politique de contrôle d'accès, c'est quoi? C'est les profils utilisateurs. Donc, dans les profils utilisateurs, on va retrouver, on a en général 4 profils, on retrouve en général dans toutes les entreprises 4 profils, et après on peut décliner en sous-profils. Donc, dans les profils qu'on retrouve, on va retrouver les employés, on va retrouver les administrateurs, on va retrouver les utilisateurs invités. On peut aussi mettre les utilisateurs clients, donc on peut parler d'identité cliente ou d'identité. Donc les identités partenaires et les identités clientes. Donc c'est les 4 profils qu'on retrouve en général au sein de l'organisation. Et puis après, on peut avoir des déclinaisons. Hein. On peut avoir un comportement d'accès qui va être différent en fonction de certaines populations utilisateurs.
une population utilisateur qui est VIP, on peut avoir un comportement d'accès différent d'une population utilisateur standard. Pour les administrateurs, un administrateur qui a tous les droits sur la plateforme versus un utilisateur qui est au helpdesk et qui a des droits très limités, on peut avoir un comportement d'accès qui va être différent. Donc ça, c'est là où on va décliner en sous-catégories. Donc, on a ces notions de profil. Et puis ensuite, on a des notions de périphériques. Donc, on reprend notre cas d'usage, je suis employé, je me connecte depuis un périphérique d'entreprise. Je suis employé, je me connecte depuis un périphérique personnel. Et là, on va pouvoir définir des contrôles du coup différents en fonction de ces périphériques. Ensuite, on a une notion de localisation. Et pareil, dans les périphériques, on a une question d'OS. Aujourd'hui, donc vous allez pouvoir définir des politiques de contrôle d'accès en fonction de l'OS, du système d'exploitation qui est utilisé. Ensuite, on a une notion de localisation. Est-ce que je viens de l'interne? Est-ce que je me connecte depuis le réseau d'entreprise? Est-ce que je me connecte depuis l'extérieur du réseau d'entreprise? Est-ce que je me connecte, je suis administrateur, voilà, je me connecte depuis un emplacement particulier? Et puis des notions d'application. Est-ce que je me connecte en utilisant une application web, un navigateur web? Est-ce que je me connecte en utilisant une application cliente? Est-ce que je me connecte à l'application RH? Est-ce que je me connecte à l'application, est-ce que je cherche à me connecter à l'application Office 365? Voilà, donc tout ça, c'est les conditions qu'on va pouvoir utiliser. Donc des associations, il y en a pas mal, hein. Une politique de contrôle d'accès complète sur Office 365 uniquement, on est... une fois qu'on a fait toutes les combinaisons qui vont bien et pour ne pas avoir de trous dans la raquette, on est facilement à une vingtaine, entre 20 et 30 règles, hein, où on va associer justement tous ces critères. Et puis après, on va définir des contrôles. Donc les contrôles, ça peut être j'autorise l'accès, tout simplement, sans restriction. Ça peut être je bloque l'accès. Ça peut être j'autorise l'accès, mais uniquement à certaines applications et pas à d'autres. Donc on limite l'accès. Ça peut être j'autorise l'accès avec une authentification forte. Dans certains cas, si c'est un accès qui est considéré, donc on a un autre paramètre qui peut rentrer en jeu, c'est le risque. Donc s'il y a un risque de connexion, je peux forcer un reset de mot de passe. Et puis après, accès aux applications cloud Microsoft et également aux applications SaaS ou aux applications on-prem que vous allez interfacer avec Azure AD. Donc c'est là où on entre sur quelque chose d'intéressant, c'est que si on reprend notre schéma de tout à l'heure avec le référentiel d'identité, toute application qui va passer par cette espèce de tour de contrôle qui est Azure Active Directory, toute application qui va passer par là devient éligible à potentiellement au SSO si on est sur des protocoles, si l'éditeur a fait le travail, et puis également les politiques de contrôle d'accès qu'on voit ici. Alors pour illustrer un peu tout ça, je vous ai mis ici un exemple de politique de contrôle d'accès employé. Et cet exemple concerne uniquement l'accès depuis un PC. Donc ça, on pourrait très bien le décliner en accès mobile. Et puis après, comme je disais, il faut décliner ça aussi avec les autres profils, l'accès guest, l'accès admin. Et puis voilà, vraiment se positionner sur la politique de contrôle d'accès. Donc ce cas d'usage là que vous voyez à l'écran, c'est vraiment quelque chose d'assez standard, hein. C'est des cas concrets qu'on intègre aujourd'hui chez certains de nos clients. Donc après, à ajuster aussi en fonction de votre contexte, évidemment. Donc là, si on prend la politique de contrôle d'accès, donc on a le profil, l'employé, qui va accéder à l'organisation, aux applications de l'organisation, avec un ordinateur professionnel et un ordinateur personnel. Ce qu'on a dit, c'est qu'on veut donner la capacité d'accès depuis un ordinateur personnel. Donc depuis l'ordinateur professionnel, il n'aura aucune restriction. Il peut faire des accès depuis une application web, depuis une application de bureau. Il aura le droit de télécharger les données. Il n'aura pas besoin de se réauthentifier. Parce que voilà, on autorise à ce que la donnée d'entreprise circule et arrive potentiellement sur le poste de travail, parce qu'on gère la sécurité de ce poste de travail. Ce poste de travail, on le connaît, on l'a déployé, on sait ce qui tourne dessus, on maîtrise ce poste de travail. Et peu importe où il se situe,
Voilà, aujourd'hui, on maîtrise la sécurité de ce poste de travail, donc on a cette capacité d'autoriser une expérience d'utilisation complète d'Office 365 et potentiellement d'autres applications. Et puis ensuite, là, je suis employé, mais j'utilise un ordinateur personnel. Donc cette fois-ci, c'est un ordinateur personnel, je n'ai aucun accès, aucun contrôle possible sur cet ordinateur personnel, sans aucun contrôle, parce qu'on ne manage pas les ordinateurs personnels, sans être, l'idée n'est surtout pas d'être intrusif à ce point auprès de vos employés. Donc je vais quand même autoriser l'accès, mais sous condition. La condition, c'est quoi? C'est d'utiliser une authentification forte. Donc, quand la personne va tenter d'accéder à l'application, une authentification forte sera demandée. On en a parlé précédemment, hein, donc vous voyez toutes les méthodes possibles. Je vais faire une vérification de conformité. Donc la vérification de conformité, c'est est-ce qu'il y a un antivirus installé, est-ce que c'est une version que je supporte, voilà, donc est-ce que les données sont chiffrées, voilà, on a toute une série de paramètres de conformité qu'on va pouvoir contrôler. Et puis je vais autoriser l'accès via les applications web, mais je vais interdire l'accès sur les applications de bureau. Pourquoi? Parce que si on reprend les angles d'Office 365, si vous autorisez l'installation d'Outlook sur un PC personnel, Outlook va faire quoi? Va synchroniser les données sur le poste. Et une fois qu'elles sont synchronisées, elles sont synchronisées. OneDrive va faire quoi? Il va synchroniser les données sur le poste. Donc, si vous autorisez ce type d'usage, donc ça se fait hein, dans certains contextes, vous devez accepter que vos données professionnelles fuitent et sortent sur des périphériques personnels. Et périphériques personnels du collaborateur, ou potentiellement sur tout type d'accès. Il peut y avoir des erreurs de manipulation. Sur un PC en libre service, par exemple, il a configuré OneDrive, il a synchronisé. Voilà, les données sont sorties. Le fait de lancer le client va synchroniser les données. Sur du web, c'est différent. Si je ne fais pas l'action de télécharger, je ne sors pas la donnée. Et justement ici, on autorise l'accès web, mais on n'autorise pas le téléchargement. Donc là, c'est applicable sur Office 365, sur SharePoint, sur la messagerie. Vous allez pouvoir donc du coup bloquer le téléchargement pour empêcher que vos données sortent de votre organisation. Et en plus, vous êtes sur un ordinateur personnel, donc sur les accès web en question. Vous allez vous prémunir de l'erreur utilisateur qui est j'ai laissé ma session ouverte. Donc vous allez forcer une réauthentification de façon régulière. Donc voilà un exemple de stratégie. Donc encore une fois, c'est un exemple. Ça doit être adapté à votre contexte et à votre vision du déploiement Office 365. Mais voilà les capacités que vous avez aujourd'hui à votre disposition dès que l'application est interfacée avec Azure AD. Alors ce que je vous ai repris ici, il nous reste 3 minutes. On est dans les temps. Ce que je vous ai repris ici, c'est les nouveautés annoncées à Ignite sur la partie identité. Donc les nouveautés, c'est la prise en charge d'un mode d'authentification qui est basé sur l'entête, sur la partie proxy d'application. C'est ce qui vous permet de publier les applications à l'extérieur hein, et d'amener du SSO. Donc une application interne, je la publie à l'extérieur, j'amène une notion de SSO. Donc on pouvait le faire avec l'authentification intégrée, maintenant on peut le faire avec une autre méthode qui est l'authentification basée sur l'entête. On a parlé tout à l'heure de contrôleurs auxquels on peut plugger des applications un peu anciennes. Et ben, cette liste de contrôleurs a évolué. Hein. Microsoft a étendu son catalogue et propose des intégrations natives entre ces contrôleurs qui hébergent les applications historiques avec Azure AD. Un point qu'on attendait depuis assez longtemps, je vous ai dit tout à l'heure, rien que pour Office 365, on est à 20 règles. Quand on vient amener d'autres applications, le nombre de règles peut augmenter de façon exponentielle. Et ce qui manquait un peu, justement, c'est cette capacité d'automatiser. Donc là, Microsoft amène une capacité d'automatisation avec les API d'accès conditionnel. Et là, ça va vraiment vous permettre de rentrer dans une méthodologie industrielle pour gérer vos besoins actuels et futurs besoins de contrôle d'accès. Et puis également, on a déjà pas mal d'informations et de recommandations quand on fait de l'accès conditionnel. Et quand on utilise Azure AD, là, Microsoft va aller plus loin et va vous donner des nouvelles informations, recommandations pour toujours, pareil, améliorer votre stratégie de sécurité. Et il me reste 1 minute
pour vous présenter la dernière slide, qui sont les ressources. Donc, je vous ai mis une série de liens à votre disposition pour aller plus loin sur l'authentification sans mot de passe, pour découvrir le contrôle d'accès. Je vous ai mis aussi le lien avec les nouveautés annoncées à Ignite, mais de façon complète, toutes les nouveautés des sessions Ignite de cette année. Et donc voilà, n'hésitez pas à consulter ces liens et à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'accompagnement sur ces différents sujets.